J'ai été formé à Lyon, à l'Olympique Lyonnais, au centre de formation, et puis après j'ai joué pendant 12 ans, à l'époque c'était en 3e division, nationale maintenant, voilà, dans différents clubs en France. Et après, je suis rentré, ça fait 27 ans, je suis rentré à la fédération comme conseiller technique adjoint en département. Après, Tu commences par le département. Voilà, mais j'étais adjoint d'un conseil technique en Corrèze. Après, j'ai été pendant 8 ans conseiller technique départemental dans la Loire. 3 ans région. Département. Toujours. Après 3 ans conseil technique régional, et j'ai été un des premiers conseils techniques régional sur la formation d'entraîneurs. Et après, je suis monté à la direction technique nationale. François Blacard, quand on a rénové toute la formation, parce que c'était mon rôle, il m'avait demandé de travailler sur la rénovation de l'ensemble de la formation. François Blacard, l'ancien DTN. Ancien coach aussi, non, Blacard? Oui, il a été directeur du centre de formation de Sochaux. Il a été. Il n'avait pas pris une équipe. Blacard, il me semble, il a pas pris. Ah non, mais c'est son frère, Bernard. Bernard Blacard. Je me disais bien, il y avait un Blacard. Bernard, il a été à Nîmes. Bien sûr, c'est son frère. Mais je te parle de François. François Blacard. Et donc, je disais, après, j'arrive à la DTN en 2012. Et à la DTN, j'arrive comme conseiller technique national sur la formation, après entraîneur national. Et là, depuis 3 ans, j'étais directeur technique national adjoint, en charge de la recherche, de la formation et du développement international. Voilà, c'était mes 3 pôles d'activité. Et allez, pour une définition, un DTN, en fait, toutes les fédérations. C'est quoi précisément? Parce que moi, je joue au foot, hein. Footballeur, professionnel. Et on me dit DTN, ok. Ouais, mais c'est une bonne question. C'est ok, directeur technique national, ok. Moi, c'est quoi ton compris. rôle mais primaire, ça sert à quoi, voilà? Alors, en fait, DTN dans toutes les fédérations, sportives, il y a ce qu'on appelle une direction technique nationale. C'est la direction technique nationale dans toutes les fédérations, c'est là où est développé le sport particulier. Bon, nous c'est le football, dans d'autres ça va être le basket, voilà, ainsi de suite. Et là, on a 3 grands domaines d'activité. On a l'élite, avec les sélections, les détections. Donc les équipes. C'est-à-dire Clairefontaine, les sélections nationales de jeunes. Tout ce qui est autour de l'élite. C'est-à-dire tu as tout ce qui va être sur les sélections nationales de jeunes, tout ce qui va être sur les détections. Bah oui, ça va être. Mais, jusqu'à la première. Oui, et toutes les détections, l'accompagnement des parcours pour accéder au très haut niveau, les centres de formation, les pôles espoirs, et ainsi de suite. Donc côté joueur, on va dire comme ça. Ça, c'est tout ce qui concerne le développement des joueurs. Après, on a le développement. Toute la partie développement des pratiques, c'est tout le football de base. Tout ce qui contribue à alimenter le football d'élite et qu'il faut régulièrement développer et mettre à jour, parce qu'il y a des nouvelles pratiques qui arrivent, comme le foot en marchant par exemple. Ouais. Là, c'est des nouvelles pratiques qui d'ailleurs, c'est un des sujets de développement du football brésilien. D'ailleurs, ils ont mis beaucoup de... En marchant. Ouais, le foot en marchant, c'est pour des personnes qui sont... Le golf foot, tout ça, quoi. Voilà, le golf foot, futsal, le beach soccer. Voilà. Et après, moi c'était mon secteur d'activité, on a la formation des entraîneurs. Okay. Voilà, la formation de cadre. Et on a le volume, on est sur les années, on est allé jusqu'à 50 000 éducateurs et éducatrices formés par an sur le football de base. Et après, on était à peu près à 2000, 2500 sur le football de haut niveau, quand on prend la licence, ce qu'on appelle le BEF, BMF, BEPF. C'est BEPF ou DEPF? BEPF. C'est BEPF. C'était avant le DEPF. Parfois, ça change. Voilà, donc en fait, c'était mon rôle. C'était d'organiser tout ça. Et puis, j'étais aussi responsable du BEPF. Donc ça, c'est le diplôme à avoir pour être entraîneur professionnel. Voilà. Professionnel. Ligue 1, Ligue 1, Ligue 2, national. National, t'es obligé d'avoir? Ouais, t'es obligé de l'avoir. Ouais. Parce que il y avait, je me rappelle à un moment, un petit litige, par exemple, avec l'entraîneur Ricardo de Bordeaux. Ouais, alors ça c'est différent. Si tu veux, en fait, si tu veux, ça fait partie des échanges maintenant qui sont affirmés, qui sont écrits dans les conventions. Quand un entraîneur vient d'un autre pays, d'une autre confédération, quand il vient de l'Europe, et qu'il a laissé, parce que là, chez nous, le BEPF, c'est la licence UEFA. C'est ça. Pro. Pro. La licence UEFA Pro. Dans d'autres pays, ça va être la licence Pro, comme handball, CAF, AFC, voilà, en fonction à la confédération. Ouais. Et quand un entraîneur vient en France et qui vient d'une autre confédération, il y a des principes, ce qu'on appelle de reconnaissance mutuelle, qui sont un peu plus complexes que quand c'est en Europe. Oui. Il faut qu'il ait le plus gros diplôme de sa fédération pour pouvoir exercer depuis 3 ans.
et qu'il fasse une formation continue, qu'on le remette à jour. Et puis après, ça passe avec une commission à l'UEFA. Et nous, on étudie aussi par une commission chez nous. Voilà, mais parce qu'à l'époque, Ricardo, il n'avait pas de mémoire, hein, parce que c'est un dossier qui est assez loin Portugais, déjà. lui. Il avait Brésilien. Il a entraîné les Girondins de Bordeaux. Et en fait, il y avait une particularité. Parce que c'était l'entraîneur, mais il ne pouvait pas se lever. Non, il n'avait pas le diplôme pro. Alors maintenant, ça c'est. Il était dans le banc du touche, parce mais il ne pouvait pas exercer au bord terrain. Non, il était sur le banc, c'était l'entraîneur, mais il ne pouvait pas se lever dans la zone de. Il ne pouvait pas donner de direction. En fait, tu ne peux plus avoir de ce qu'on appelait pendant des années des prête-noms, c'est-à-dire. Tu déclarais. Ton adjoint, il avait le. Tu déclarais quelqu'un qui avait le diplôme, mais toi, tu pouvais entraîner. Parce que, c'était terminé. Pour faire un rappel, il y avait beaucoup d'entraîneurs qui n'avaient pas forcément le diplôme de BEPF ou DEPF à l'époque, mais comme leur adjoint l'avait, comme Franck il exerçait c'était un prête-nom. Ouais, donc ça c'est terminé, ça fait depuis de nombreuses années maintenant, c'est fini. Ok, donc maintenant tu dois avoir. Parce que c'est important, en plus c'est très bien que tu tombes là, parce qu'en fait j'avais cette situation dans ma tête où je le voyais, tu le voyais là sur le banc, il ne peut pas se lever, alors que c'est lui le head coach, quoi, l'entraîneur principal. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas un diplôme, il y a des amendes. C'est ça? Oui, il y a des amendes. À chaque match. Il y avait un entraîneur qui a rencontré je crois que c'était Will Steele, non? C'était l'année dernière qui avait un coach. Alors oui, il y avait chaque année, tu as des enfin chaque année, de moins en moins d'ailleurs. Pierre Sage aussi récemment. Oui, Pierre Sage, jusqu'à ce qu'il obtienne le diplôme par VAE. Et puis, oui, ça fait partie des... Après, c'est la complexité, je dirais, d'un championnat de foot où des fois, quand un club licencie un coach, peut-être par raison économique, ils font peut-être appel à l'entraîneur de la réserve, mais l'entraîneur de la réserve, comme lui, il est en cours de formation, il n'a pas les diplômes. Donc après, tu fais le calcul. Est-ce que... Alors quand tu es en cours de formation, si tu es en cours de formation... Par exemple, je pense à Didier Digard, quand il a repris Nice, lui aussi il était un peu dans ce... Ouais, mais Didier, quand il a repris Nice, il n'était pas en formation, parce que Didier, il est rentré en formation... Il n'était pas avec la réserve? Non, il est rentré quand il a pris l'équipe. Il n'était pas au BEPF quand il a pris l'équipe. Il est rentré l'année d'après, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Il était avec l'équipe, il avait 19 ans ou la réserve à l'époque. Voilà, donc, non, j'expliquais vraiment juste la complexité. C'est en cours les formations, il a le droit d'exercer. Alors, là aussi, il faut que tu justifies de 12 mois d'ancienneté dans le club. 12 mois, ok. Il faut que tu aies 12 mois d'ancienneté dans le club. Et quand tu justifies de ces 12 mois d'ancienneté, tu rentres, si tu rentres en formation, tu couvres le club en question. C'est ce qu'on appelle un peu la promotion interne. On accompagne l'entraîneur qui bénéficie d'une évolution dans son système. Pour ne pas entrer dans les détails, parce qu'on va se perdre c'est complexe, mais par exemple, cet exemple-là des 12 ans, c'est la 12 mois 12 mois. 12 mois. 12 ans, c'est trop. 12 mois dans tu pars jamais du club. 12 mois. Je pensais que il faut être vraiment dans le club. Non, 12 mois. Et ça, c'est des règles de la Fédé ou de la UEFA? Non, ça, c'est des règles de la fédération. De la fédération. Ouais. Vous êtes, quand tu étais à la Fédé, elle est très critiquée par rapport à tout ça. Non? Sur quoi? Par exemple, qu'on a personne comme moi. Je ne peux jamais je vais avoir la possibilité d'être un coach de Paris Saint-Germain. Pourquoi? Non, justement, plus, c'est parce que ça tombe très bien, parce que moi, j'allais poser je ne suis pas un ex-pro. Oui, mais déjà, si tu veux, première chose, c'est une bonne remarque. C'est une question que je voulais te poser. Non, mais attends, je veux dire, aujourd'hui, la fédération, c'est pas la fédération qui décide dans les clubs de mettre les entraîneurs. Il y a bien des présidents dans les clubs. C'est bien les présidents qui choisissent leurs entraîneurs. La fédération, elle forme des entraîneurs qu'elle met sur le marché de la formation, qu'elle met sur le marché des entraîneurs. Et là aussi, je veux casser une idée reçue, parce qu'il y a 10 entraîneurs par an sur le BEPF tous les ans. Régulièrement, on a sur les 10, 3 qui viennent du monde amateur. Ok. Donc c'est-à-dire que c'est aussi, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas impossible d'être entraîneur professionnel et n'avoir, entre guillemets, jamais été footballeur professionnel ou être passé par un cursus professionnel, c'est-à-dire même un centre de formation, etc. On peut vraiment venir du monde amateur, entre guillemets, être un fan de foot, l'éducateur de sa ville. District, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il faut faire la différence entre deux choses. Il y a les gens qui rentrent en formation
Et après, ceux qui vont prendre les postes. Mais la fédération, c'est pas. Ah non, j'ai pas que la fédération, elle est décideur. Moi, vraiment, en plus, c'est très bien que Beto, tu rebondis sur cette question. Moi, en plus, avant que tu poses cette question, moi, vraiment, je voulais demander à Franck, est-ce que demain, un jeune entraîneur rêveur comme nous, on a été jeunes joueurs rêveurs et même voulait être footballeur professionnel, maintenant, il se dit, putain, je suis entraîneur. Mais merde, il y a ça à passer, ça à passer, ça à passer. Est-ce que pour moi, c'est le parcours du combattant? Est-ce que c'est possible ou pas? Regarde, aujourd'hui, tu nous dis que c'est possible. Regarde l'actuel entraîneur de Dijon, Baptiste Ridera. Qui a souvent été dans le monde amateur. Il a fait que le monde amateur. Il a été cadre technique de la fédération. Il a sein privé. Il était sein privé, voilà. Pendant des années, tu vois. Il est en national. Et là, il est en national sur un club qui a été pendant des années un club de Ligue 1. Et non, je crois que. Perdez pas l'espoir, les gars. Non, mais je pense que c'est un peu ça l'idée. C'est aussi derrière. Bon, tes rêves, on a tous des rêves. Moi, je veillais aussi beaucoup à ce qu'il continue d'y avoir cet équilibre dans les collectifs, parce que c'est important d'avoir. Je trouve que c'est important parce que quand tu as des collectifs, des groupes de formation qui sont bien équilibrés avec des gens du monde amateur, des gens du monde professionnel, des gens qui viennent de la formation. Ça crée, si tu veux, une sorte... Chacun apporte son expérience, c'est important. Des gens qui viennent du monde fédéral. Chacun amène sa vision, ses idées, parce que c'est la formation, comment on l'a organisée, et j'espère que ça va perdurer même au-delà de mon départ. Comment on l'a organisée, c'est une formation qui est, sur l'accompagnement et l'interactivité. C'est-à-dire qu'on fait pas... Enfin, moi, j'ai veillé pendant des années, parce qu'en fait, mon parcours à moi, c'est que j'ai arrêté l'école en 3e. Donc c'était impossible pour moi de mettre des gens en cours. C'est un traumatisme. Je veux dire, c'est pas que... Et j'en suis pas fier, attention. Je suis pas fier d'avoir arrêté l'école en 3e, parce que il y a mon épouse qui est à côté, m'a accompagné pendant des années, parce que quand je faisais une phrase de 10 mots, il y avait 8 fautes, quoi. Donc c'était un vrai chemin. Après, c'était un vrai parcours du combattant. C'est pas une fierté de dire j'ai arrêté en 3e, mais simplement pour dire j'ai quand même... Ça a été difficile pour moi, le parcours scolaire. Et j'ai veillé à ce qu'on puisse travailler sur des organisations, des dispositifs de formation, où il puisse y avoir des activités qui soient autres et beaucoup plus dynamiques. Et pour autant, moi j'ai eu plein d'amis qui sont dans le monde enseignant et qui sont dans cette dynamique-là aussi. Je ne suis pas en train de pointer du doigt en disant ça c'est pas bien, ça c'est bien. Non. Simplement dire que quand des groupes sont bien constitués, c'est comme quand tu fais une équipe en début de saison. Quand tu as ton recrutement, il est fondamental. Et ben c'est pareil, c'est un peu la même dynamique. Donc non, j'ai envie de dire à tous vos auditeurs que non, tu as un rêve, donne-toi les moyens. Parce qu'on a l'impression que c'est un monde réservé à les ex-pros. Non. C'est moins, alors par contre... Le haut niveau. Par contre, c'est vrai, alors on va pas se mentir. Fut un temps. Les chiffres le montrent, c'est-à-dire que si tu es au Portugal, la probabilité, parce que c'est une culture que tu viens du monde universitaire, il y a 64%, ça c'est les chiffres, c'est pas moi qui... C'est énorme, c'est factuel. C'est factuel. Il y a 64% des entraîneurs professionnels au Portugal qui viennent du monde, qui n'ont pas été des anciens joueurs professionnels. Voilà. Ben nous, c'est inversement proportionnel. Bon, il n'y a que Conceição qui... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça c'est factuel. Après, faut pas les clubs, quand tu mets quelqu'un en poste, c'est bien des présidents qui décident